Bonjour et bienvenue. Donc, comme promis, aujourd'hui, ce sera donc l'épisode de la conférence sur le petit Sistar S30 que j'avais fait lors des rencontres astronomiques du printemps. Alors, petit disclaimer, voilà, donc j'en parlerai donc au début de la vidéo, donc un petit peu de ce qu'on peut faire en guise d'astrophoto avec le Samyong 135. Puis après, le gros de l'épisode, ce serait bien sûr basé sur le ZWO Sistar S30. Et bien sûr, je n'ai pas d'action chez ZWO. Je ne suis pas ni payé ni sponsorisé par aucune boutique d'astronomie. Donc voilà, je vous fais mon retour d'expérience et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, bon visionnage. Et puis surtout, pensez à regarder la vidéo de préférence jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire si vous en avez un, si vous en êtes content, si vous avez les mêmes problèmes que moi. Puisque donc, voilà, même si donc, en dernière partie, je montre qu'on peut quand même sortir de belles choses. En troisième partie, voilà, je montre tous les défauts du Sistar, du moins ceux que j'ai identifiés. Et donc voilà, si vous avez les mêmes, n'hésitez pas à en parler. Voilà, voilà. Et je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, bonjour et bienvenue. Donc, moi, c'est Darius, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ça fait 5-6 ans que je fais de l'astronomie et plus particulièrement de l'astrophoto, puisque donc j'habite en région lyonnaise, dans l'agglomération lyonnaise, et donc du coup, on voit quasiment rien, même avec de grands instruments. Donc une fois qu'on a fait la Lune, les planètes et quelques amas globulaires, bon, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir dans une ville telle que Lyon. Et donc voilà, mon instrument favori, c'est le petit Samyang 135. Donc c'est même pas un télescope ni une lunette, juste un objectif d'appareil photo que au fil des années j'ai amélioré. Et donc évidemment on va bien parler du Sistar, mais bon c'est quand même bien d'expliquer pourquoi j'ai acheté ça récemment alors que j'avais déjà des choses telles que celle-là. Ça saccade. Peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui, oui. Ça ira? Oui, oui. Ouais, C'est mieux. c'est mieux. Ok. Donc on fera comme ça. Donc là, on retrouve le Samyang 135 avec de mise au point automatique, une caméra refroidie, le petit ordinateur de bord, le laser et la lunette d'autoguidage. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette lunette d'autoguidage, elle a 30 mm de diamètre. Et 30 mm de diamètre, c'est précisément le Sistar. En fait, le Sistar est équivalent au chercheur de mon Samyang 135. Et donc, on verra. Bon, donc déjà, je vais montrer un petit peu ce que je fais avec le Samyang 135. Et après, on verra donc les photos telles qu'ils sortent sur l'application du Sistar. On peut récupérer évidemment du Sistar les images brutes au format FIT. Et donc derrière, on peut les retraiter comme on veut. Et même, voilà, il fait aussi bien en FIT. Donc ça, on peut choisir si on veut en FIT ou pas. Et au format JPEG, pour ceux qui font du Photoshop. Donc c'est vraiment un produit, on va dire, d'initiation grand public. Et dans le dernier volet de la présentation de cette conférence, donc juste avant, en troisième partie, on verra qu'il a quelques petits défauts, mais malgré ces petits défauts, on peut quand même faire des choses intéressantes. Et donc c'est ce qu'on verra au cours de cette présentation. Donc on va faire juste un petit tour d'horizon de ce que je fais avec le Samyang 135, juste pour planter un peu le décor. Donc ça, c'est une cible, voilà. Bon, alors, donc ici, forcément, c'est pas comme sur ordinateur, donc ça rend moins bien. Donc on reconnaît donc America et Pélican.
Et donc comme la caméra, elle a un capteur carré et que les ordinateurs c'est plutôt au format 16/9. Donc en général, et comme donc là on est sur du 9 mégapixels, et du coup en 2K, en Full HD c'est à peu près 2K, donc on peut du coup redécouper une photo pour en faire plusieurs. Et donc c'est ce que j'ai fait ici. Et donc du coup là on voit un peu plus de détails sur cette nébuleuse. Et donc là, bon voilà, donc c'est exactement la même photo, mais recoupée différemment pour faire plein de photos différentes. Celle-là, pour le coup, elle a rempli tout le champ, donc je la montre telle qu'elle. Donc elle est au format carré. Donc c'est la comète Tsuchinshan Atlas, donc voilà, qui est passée là l'année dernière. Et sur une des acquisitions, il y a une étoile filante. Donc du coup, je l'ai réintégrée sur la photo finale. Là, on voit le California. Donc, en général, beaucoup de gens sortent cette partie-là qui est facile, mais il y a tout plein d'extensions qui sont un peu plus difficiles à aller chercher. Donc, voilà, quoi. Donc là, on voit une California un peu plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir sur les photos classiques. Là, on voit une Starless de la nébuleuse d'Orion. Alors j'avais fait des poses un peu trop longues, donc le cœur a été cramé, mais bon, en faisant de l'HDR, on peut s'en tirer. Ça c'est une photo que j'ai fait hier, ici. Alors, ouais, bon donc ici comme ça rend pas, alors du coup je vais faire juste... Donc c'est une nébuleuse obscure dans la constellation du Scorpion. C'est celle qui se trouve au niveau de la pince haute du Scorpion. Et donc là, juste l'histoire de voir un peu plus de choses à l'écran. Voilà, plus de saturation, plus de luminosité. Voilà. Donc ça a été fait en 1h30 à peu près d'acquisition. Et voilà, donc ici on a un ciel quand même qui est pas trop mal, donc on voit qu'on arrive quand même à débusquer les IFN. Donc les IFN c'est Integrated Flux Nebula. Et donc en fait c'est des poussières interstellaires et qui sont du coup éclairées soit par des étoiles proches, soit par la lueur de la galaxie. Alors évidemment les autres photos, j'ai pas pu les traiter et j'ai même pas transféré toutes les photos sur l'ordinateur, donc bon, ce sera à suivre sur ma chaîne YouTube DK Astronomie. Et voilà, il y a 2 semaines, j'ai fait cette photo-là en Ardèche. Donc ça, c'est la nébuleuse de l'Iris. Et donc je m'étais surtout concentré sur les IFN. Donc le cœur il est un peu trop brillant, mais voilà. Donc là, c'est la photo de départ. Et pareil, donc après derrière, je me suis amusé à la recouper. Voilà. Ça fait que, ouais, bon, ça rend quand même. Donc voilà, la nébuleuse de l'Iris, donc c'est celle-là. Et à côté, il y a une autre petite nébulosité. Puis ce qui est sympa, c'est voilà, la couleur de certaines étoiles. Donc les rouges sont plutôt froides, entre 2 et 4000 degrés. Et les bleutés sont, voilà, ça peut facilement monter à 10, 20, 30 000 degrés Celsius ou Kelvin. On n'est pas à 300 degrés près. Et donc voilà, avec le Samyang, cette fois-ci, donc le cœur, voilà, il n'a pas été cramé. On voit un peu d'IFN. Donc voilà, ça plante le décor de ce qu'on peut faire avec un Samyang 135 qui a 135 mm de focale. Le Seastar en a 150. Et là, la caméra, elle a des photosites qui sont 1,5 fois plus gros que ceux du Seastar. Donc du coup, le Seastar permet de zoomer un peu plus dans les objets. Donc on a, voilà, dans cette configuration-là, avec la caméra que j'ai choisie, voilà, donc le Seastar est un peu meilleur, un peu plus de résolution. Et donc pareil, donc, tout à l'heure on a vu la photo carrée, donc du coup recoupé, ça donne ça. Et pareil, donc si on peut peut-être fermer, tirer les petites ficelles, parce que dès que... Voilà, mettre 2-3 petites ficelles, histoire que voilà, avoir un peu d'obscurité, comme ça on voit un peu mieux.
Donc là, pareil, encore une image de. Donc cette fois-ci, c'est Antares et Rofushi. Et M4, oui. Et ici, il y a une autre petite NGC. Et donc, pareil, une fois recoupé, ça donne ça. Ça, c'est la nébuleuse de la Rosette. Et donc, dans le DK Astronomie, le D, il est en turquoise. Donc, du coup, j'ai fait la Rosette en turquoise. Juste histoire de montrer que, en fait, on peut mettre la balance des blancs où on veut. Et on peut sortir n'importe quel objet de n'importe quelle couleur. Donc, là, on a, voilà, donc c'était de la vraie astrophoto avec un objectif d'appareil photo. Donc, même pas un instrument astronomique. Et donc là, on va voir ce qu'on peut faire avec le petit star, avec le petit C-Star. Mais avant de montrer les photos, on va déjà présenter un peu le matériel. Donc quand on achète, ça se présente comme ça, une petite mallette bien rembourrée. Et à l'intérieur, on va trouver un câble USB très pratique pour récupérer justement les images. Donc il y a d'autres smart télescopes où il faut envoyer un mail pour récupérer les images brutes. Donc là, c'est quand même bien de pouvoir les récupérer. Chaque photo acquise, donc elle est stackée en live dans le C-Star et on la récupère sur le smartphone en direct. Donc on voit la photo se construire. Et il est livré avec un petit filtre solaire. Donc ça c'est intéressant, voilà, dès le premier jour, dès que je l'ai ouvert, il y avait même des nuages, et donc entre les nuages ou à travers des nuages ténus, et j'ai pu voilà, lui monter le petit filtre. Oh, il n'est pas très pratique. C'est magnétique. Sur les 50, ça s'enquille, alors que là-dessus, c'est magnétique, donc c'est beaucoup plus sympa à mettre. Donc on verra ce que ça donne pour les images solaires. Donc forcément, 150 mm de focale, on n'a pas une résolution de folie, mais vous verrez qu'on peut quand même voir des détails intéressants. Et donc il est livré avec ce petit trépied qui se vise ici, que je n'utilise plus du tout. Donc voilà, on donne 3 coups de molette. Alors pour le réglage, c'est voilà, on règle le parallélisme. La première fois, il a un niveau intégré. Mais par contre, il faut l'étalonner. Donc, il est recommandé d'avoir, pour la première utilisation, un niveau à bulle. Alors, évidemment, donc là, Buxeron, c'est pas très pratique. Donc, on verra tout à l'heure comment faire pour que ça se passe bien. Et voilà, donc au moment où il est sorti, il était juste en mode alt azimutal. Donc, à peu près comme les Dobson qu'on voit ici. Et il y a 2 mois de ça, ils ont fait une mise à jour pour le passer en mode équatorial. Donc du coup, c'est une raison supplémentaire de ne plus utiliser le petit support. Et là, du coup, j'ai récupéré un trépied soit pour une Star Adventurer, soit pour une autre monture Skywatcher. On trouve avec ce trépied, on peut avoir donc la petite embase. Sur AliExpress ou Amazon, on peut aussi trouver le petit réglage de niveau micrométrique. C'est très pratique. Et donc là, voilà, donc je vais me mettre en mode. Alors, pour la polaire, c'est dans son. Non, la molette, elle est tout. Petite parenthèse, donc cette embase, elle est fournie avec cette mini queue d'aronde et elle n'est pas assez haute. Donc normalement, si on veut l'utiliser avec du C-Star, il faut rajouter une entretoise, une rondelle ou quelque chose. Sinon, à la première rotation, le moteur va forcer et vous allez l'abîmer. Alors moi, j'ai pas mis d'entretoise parce que donc du coup, donc j'avais tout de suite vu qu'il allait y avoir un problème. Et donc, au lieu de serrer la queue d'aronde comme un âne, je la serre de telle manière que on n'ait pas le picot qui dépasse, mais qu'on ait le plat. Et donc, du coup, là, ça passe.
Voilà, et donc là, le Seastar, il est prêt à démarrer. Du coup, voilà, il y a un seul bouton, donc on va le démarrer. Alors là, il est en train de démarrer, normalement. Ouais, il démarre. Donc quand il aura fini de démarrer, il nous le dira. Voilà, donc là, il a démarré, il est prêt, et il attend à ce qu'on se connecte dessus avec un smartphone. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Donc sur mon téléphone, bah, du coup, j'active le Wi-Fi. J'ai le S30 qui apparaît, bon, le mot de passe et puis donc l'identifiant du Wi-Fi figure en bas sur l'étiquette. Et bon, c'est un mot de passe super compliqué qu'on trouve chez Svo, sur tous les petits jouets connectés. Et donc on se connecte et on lance l'application Seastar. Et donc là, en haut, on a un bouton ouvrir le télescope, bah, c'est ce que je vais faire. Et donc là, il est en train de s'ouvrir. Alors en mode altazimutal, donc quand il est bien à plat, du coup, le niveau à bulle, c'est ici qu'on peut le poser. En fait, quand il est en mode altazimutal, donc cette partie-là, c'est la partie plate. Et donc c'est ici qu'on peut mettre un niveau à bulle. Et pour pouvoir du coup étalonner sans niveau à bulle intégré, puisqu'il a un niveau à bulle électronique. Et donc ici dans les menus, donc en fait ici en bas on a une icône mon compte, et c'est là où on accède aux différents éléments comme dans les réglages avancés. Ou par exemple ici, on peut aussi donc activer la résistance chauffante pour ne pas avoir de buée et ainsi de suite. Donc voilà, il y a un menu avec un sous-menu où il y a tous les réglages, où on choisit la durée de pause, si on veut faire des pauses de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et 1 minute. Alors au début, quand je l'ai eu, il n'y avait que les 10 secondes qui marchaient. Et après, donc à 20 secondes, il y avait déjà du filet d'étoiles. Là maintenant, donc, ils ont peut-être amélioré quelque chose au niveau du firmware et donc il est censé mieux marcher. Et donc ils ont prévu des pauses d'1 minute. Voilà, à 30 secondes, j'ai essayé ici, il y avait du filet d'étoiles. Et pourtant, la mise en station a été faite largement suffisant. En fait, dès qu'on est sous 1 degré de précision, il est content. Et je lui avais fait 0,2, 0,5. Donc en fait, c'est largement en dessous de ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et il y avait quand même un petit filet d'étoiles. Au passage, bon, tout à l'heure je parlerai un petit peu des défauts, mais je vais encore voilà, donc déjà en dire un. Il y a un léger jeu ici comme ça. Donc quand il y a du vent, c'est pas terrible. Ça va pas marcher bien. Donc il faut prévoir un paravent. Et sur ce bras aussi, il y a un léger jeu. Alors ce jeu, voilà, j'ai demandé sur les forums. Tout le monde l'a plus ou moins. Sur le mien, il y en a quand même voilà, un peu trop à mon goût. Mais bon, voilà. Donc ça, on verra que ça a un impact sur les photos. Donc, pareil, le petit capteur qui est ici, il n'est pas super perpendiculaire par rapport à l'axe optique. Donc là aussi, ça induit des défauts. Mais comme on verra plus tard sur les photos, il y a moyen de s'en accommoder. Donc là, par exemple, je vais aller juste l'histoire. Donc là, il est en mode altazimutal. Donc je vais aller dans le menu où on peut régler la mise, la mise avec la polaire. Et donc on fait juste Get Align Deviation, donc juste pour montrer ce qu'il va faire. Il n'est pas content puisqu'en fait donc il a bien détecté que le niveau n'était pas bien fait. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça tout de suite. Mais grosso modo, donc en fait, la tête va tourner. On peut choisir la zone du ciel dans laquelle il va faire sa petite recherche de polaire. Et dans les versions précédentes, il faisait sa mise en station par rapport au zénith. Et là maintenant, on peut choisir voilà, plus ou moins 30 ou plus ou moins 60 degrés. Et donc en fait, il peut, donc il vise pas la polaire, il vise est ou ouest.
Et voilà, ça permet de faire sa mise en station. Et une fois que c'est en station, en fait ici on a observé, donc on choisit le type d'objet qu'on veut observer, si c'est galaxie, nébuleuse, amas, planète, soleil. Donc voilà, on peut aussi faire passer et on arrive directement dans la zone où il va commencer à empiler des images. Donc là, forcément, il empile des pauses de 20 secondes, donc ça crame l'histogramme. Mais ici, on a donc la petite grande ours, enfin l'icône. Et là, comme sur les applications ASIR, c'est exactement la même chose, le même firmware. On a donc une carte du ciel et soit on lui dit voilà, je veux voir tel objet, M quelque chose, ou I c'est quelque chose, ou NG c'est quelque chose, ou voilà, on le pointe avec le doigt à l'endroit désiré et on lui dit voilà, centre-moi sur cet objet. Et donc il y va tout seul, il se débrouille et voilà. Et il fait ses acquisitions et les images arrivent en temps réel directement sur l'écran principal. Donc ça c'est sympa puisqu'en fait on voit l'image se construire. Et sur cette image, il y a donc du coup là, vu qu'il a cramé l'image, donc on ne voit pas les icônes, mais il y a une icône pour pouvoir par exemple changer de filtre. Donc on peut avoir soit du IR Cut, et en fait il y a même un UV dedans. Donc du coup ça enlève, ça permet d'avoir des images avec des vraies couleurs. Ou sinon on peut choisir LP, donc c'est le petit rond qui est là en haut, et donc on a entendu un petit claquement. Donc en fait, il y a une mini roue à filtre. Enfin, je ne pense pas que ce soit une roue à filtre, mais juste une barrette qui se décale. Et donc en fait, il y a un dark, il y a le filtre UV Haircut et il y a le filtre B-band pour laisser passer l'arrêt de H-alpha et de O3. Et donc du coup, sous un ciel très pollué, tout ce qui est nébuleuse à émission, on peut quand même les récupérer. Donc c'est pas mal. Et donc là, vous allez dire, forcément, là, on ne voit pas grand-chose. Juste si. Donc on parle du matériel. Donc si un jour, il y avait besoin de changer la batterie interne, elle est ici. Ici, on a le petit câble, la connexion pour le câble USB. L'autonomie, c'est à peu près 5 heures. Et si vous mettez en route le chauffage pour éviter la buée, ça dure beaucoup moins longtemps. Je pense que voilà, ça va tomber à 1h30, 2 heures d'utilisation maximale. Donc c'est très peu. Donc du coup, il est vivement recommandé d'avoir un power tank qu'on peut justement le brancher. Comme ça permet de l'alimenter. Et l'avantage de ces petites montures, c'est que voilà, on peut poser le portant en dessous. Et ici, 5 volts. Ouais, c'est du classique. Donc, comme pour les téléphones, n'importe quel portant marche. Et donc là, le voyant, il est rouge, c'est pour dire que donc il est mode équatorial. Quand il est orange, c'est pour dire qu'il est en mode altazimutal. Et quand il clignote, ça veut dire qu'il démarre. Et ici, on a l'état de la charge. Et donc là, on voit, voilà, j'ai branché le port-tank. Donc on voit la dernière LED clignoter pour dire qu'il est en train de se recharger. Et il a un capteur de température. Puisqu'en fait, donc, si vous la batterie, elle est sûrement du lithium, mais en gel. Et donc en fait, on ne peut pas la recharger quand les températures sont négatives. Donc ça, c'est à savoir. On peut l'utiliser quand il fait moins 10, moins 20. Mais par contre, on ne peut pas le recharger en cours de route. Et donc, si jamais donc, la température chute de trop, et sur l'application, on aura un petit icône. Voilà, donc là, la batterie, elle a changé de couleur. Donc voilà, passé en vert et ça indique l'état de la charge. Donc là, on est à 81% de la batterie. Et si jamais ça vire au bleu, c'est pour dire qu'il a froid et qu'il faut arrêter de charger. Donc typiquement, en général, au début du printemps, je le mettais en charge parce que voilà, les nuits étaient longues. Et lui, avec ses 5 heures d'autonomie, il ne faisait pas de la nuit. Donc du coup, voilà, il était branché sur un power tank. Et au fur et à mesure de la nuit, les températures chutent et
Quand ça atteint les températures négatives, boum, il prévient. Alors, il prévient par un petit icône, donc il faut surveiller ce qu'on fait. Ou, voilà, regarder la météo pour savoir s'il y a des risques ou pas. Mais grosso modo, voilà, c'est dès qu'on tombe à 2-3 degrés de température, bah là, on débranche le power tank. Et du coup, bah, il va faire ses plusieurs heures sur la batterie. Après, il recharge plus, c'est fini. On ne peut pas le faire charger. Normalement, oui. Il va s'arrêter de charger parce que ça va endommager la batterie. Il ne maintient pas la charge. Ah si. Donc, si. Donc justement, en début de nuit, je le mets sur power tank. Comme ça, il pioche dans le power tank et donc il a sa batterie chargée à bloc. Okay, donc il peut maintenir quand même la batterie tout le long de la nuit. Oui. Si la température est positive, oui. Okay. Voilà. Parce que le point d'attention, c'est justement les températures négatives, on ne peut pas charger. Donc, et les images sont enregistrées sur le téléphone. Donc après, on peut, voilà, en allant dans photo, regarder, récupérer les images, les poster sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Quel format, les images? Donc les formats sont au format de la caméra, c'est une 662, donc c'est du 16/9, et on tient le téléphone comme ça. Donc il fait les photos comme ça, en mode vertical. Donc le premier truc que je fais quand je récupère les photos, c'est de les basculer de 90 degrés, parce que elles sont toutes verticales, et bon, je préfère l'horizontale. Et on ne peut pas le choisir. L'extension? Alors il fait par défaut toujours du JPEG, et après si on veut, on a un menu où on active le format FIT. Ouais. Par contre, donc, pour l'image stackée, il va la faire systématiquement dans les deux formats. Donc JPEG et FIT. JPEG sans compression ou avec? J'en sais rien. Il y a sûrement une compression. C'est l'intérêt du JPEG. Mais elle doit pas être violente parce que voilà, pour avoir quand même un peu de qualité. C'est que du FIT du coup empilé, c'est pas du TIFF. Non, les deux. Non, pas de TIFF. Okay. C'est JPEG ou FIT. Mais bon, donc voilà, donc l'avantage c'est qu'on peut récupérer les FIT. Combien de mégas à peu près de photos? 2 mégapixels, enfin 1920 par 1080. Le format Full HD. C'est du 15 mégas par an, 20 mégas? Non, c'est de 2 mégas. 2 mégas la photo? Ouais. Tous les écrans font 2 mégas, hein. Sauf ceux qui ont la télé 4K ou l'ordinateur de compétition pour jouer. Bon, la plupart du temps, les gens sont quand même en 2K. Petite parenthèse, donc, voilà, donc cette année va sortir la version du S30 Pro. Donc en fait, au début, il y a eu le S50. Il est un peu plus gros, un peu plus volumineux. Là, ça fait 1,6 kg. La version Pro, du coup, elle intègre le capteur du S50. Donc un capteur qui est en 4K. Donc ça va être une nouveauté pour cette année. Donc ils ont fait le S50, après ils ont fait le S30. Donc tout le monde attendait cette année le S70. Et en fait non, le S70 je pense que ce sera l'année prochaine. Et cette année ils vont sortir le S30 Pro avec un capteur 2 fois plus gros. Et donc je pense que du coup ils doivent soigner un peu plus le positionnement du capteur. Puisque donc on verra que dans les angles c'est pas terrible. Donc le capteur ne doit pas être bien perpendiculaire au chemin optique. Et donc justement dans la version Pro avec un capteur 2 fois plus gros, donc, normalement ils doivent soigner un peu plus l'assemblage. Mais bon, pour l'instant il n'est pas encore sorti. Donc on a parlé un petit peu de la partie matérielle, comment ça marche. Donc voilà l'application. Ceux qui ont un ASIR, ils ne seront pas dépaysés. L'application ressemble beaucoup, mais en plus simple. Mais par contre, donc, on a quand même le choix entre 4 temps de pause différents. On n'a pas de réglage de gain, ils se débrouillent. Les images qu'on récupère au format FIT, toutes les brutes sont calibrées. Il fait ses darks avant de commencer. Donc il n'y a pas de pixel show ou de pixel 3.
Voilà, c'est une fois qu'on récupère les images brutes, eh ben, on n'a plus qu'à empiler son DOF, puisque les DOF sont déjà appliqués. Et voilà, on a un coup de moulinette sous Cyril, une image qui commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors, quelque chose, ça veut rien dire, donc on va montrer à quoi ça ressemble. Ah, et petite parenthèse par rapport à son grand frère, le S50. D'ailleurs, maintenant que le bras est déployé, je peux voilà, montrer le petit filtre solaire. Alors, il a plein de petits défauts, à commencer par le fait qu'ils n'ont pas mis de bouchon. Un bouchon comme ça doit coûter 10 centimes à fabriquer, c'est beaucoup trop cher. Donc, il y a des petits malins qui s'amusent à imprimer tout un tas d'accessoires. Il y a un autre accessoire qui est indispensable pour moi, et on verra ça sur les photos, c'est un espèce de pare-buée qui va faire aussi office de pare-soleil. Et ce que donc côté reflet, c'est pas terrible. Mais bon, le petit truc cool, hop, il est magnétique, il s'est clipsé tout seul, voilà. Alors ils auraient pu faire un petit quelque chose pour pouvoir le relever plus facilement. Bon, tout est toujours perfectible. Et avec ce filtre là, on verra tout à l'heure les photos du soleil, mais voilà, elle a une belle couleur orangée, comme le plastique ici, et ça fait des images de soleil qui sont vraiment sympas. Donc ça c'est fourni d'office. Pour ceux qui aiment le solaire, c'est quand même pas mal. Et si jamais il y avait besoin, ici en dessous, on a un bouton de reset. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la partie matérielle. Et au-dessus du capteur principal, on a un capteur grand champ. Donc le capteur grand champ, c'est pas mal parce que ça permet de faire des timelapses, ça aide beaucoup au centrage, par exemple, du soleil ou de la lune. Donc là, le soleil il est caché ici derrière le nuage. Et avec le petit S50, voilà, quand le centrage n'est pas bien fait, parce que du coup on l'a posé comme ça par terre sans se préoccuper de l'orientation, et donc du coup lui il va se dire je suis orienté à peu près au sud, donc voilà, le soleil est là, donc je vais aller chercher dans cette zone là. Et après il va chercher un peu, mais si jamais on est complètement à l'ouest, et du coup on a la caméra grand champ qui aide à centrer. Et on a une petite molette pour pouvoir diriger donc une molette virtuelle, donc un petit touchpad pour l'orienter comme on veut. Donc ça sert pour les timelapses, ça sert pour la photo de jour et ça peut servir justement pour centrer le soleil ou la lune. Donc là on voit que le capteur grand champ, là comme on voit les déformations sur le soleil, on voit que c'est pas un capteur haut de gamme, mais bon, ça fait quand même des images. Voilà, donc là on est passé sur le soleil. Donc là si je zoome, on a quand même un peu de grain sur la surface du soleil. On voit bien les taches solaires, on voit bien là pour le coup on ne voit pas très bien, mais il y a un petit halo autour des taches noires, parce qu'en fait là où il y a des taches noires, il y a aussi des taches blanches. Donc voilà, ça il le fait tout seul comme un grand, c'est quand même sympa. Et on a un zoom, donc en fait c'est x1, x2, x4, pour pouvoir, voilà. Donc là on voit la photo à l'échelle. Donc là du coup c'était un x4. Voilà ce que donne le capteur grand champ quand la lumière est raisonnable. Et voilà les images que lui il sort tout seul comme un grand. Alors on peut activer ou pas la petite description. Donc, évidemment les photos elles sont en verticale, mais pour pouvoir mieux afficher, voilà, je les ai tous couchés. Donc là on voit M42 en 23 minutes depuis l'agglomération lyonnaise, et on arrive à sortir ça. Alors, on voit qu'ici il y a eu un satellite qui ne l'a pas dégommé. Donc voilà, il y a des petits défauts. On va en parler, parce que là, si on zoome dans les coins, on voit que les étoiles sont quand même un peu en forme de patate. Alors qu'au centre, c'est quand même pas mal. Là, les étoiles sont quand même bien rondes.
Donc voilà, sur la version de base, on va dire que la moitié du capteur, la partie carrée, elle est bien utilisable. Et après, donc les deux autres cartes qui sont de chaque côté, c'est bof bof. La Lune, le M16. On devine quand même les piliers de la création. Donc dans la nébuleuse de l'Aigle. Donc là, il y a eu quand même 80 minutes de pause. Mais bon, voilà, donc c'est un instrument qui est à F5, donc c'est pas super rapide. Là, j'ai tenté quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc là, on est dans le Scorpion, et c'est une nébuleuse, voilà, un peu bleutée et un peu obscure. Donc, ici, on devine un petit quelque chose ici. Et on devine un petit quelque chose ici. C'est un traitement automatique ou c'est vous qui avez... Alors là, donc justement, ça, c'est ce qu'il fait tout seul comme un grand. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le petit watermark, les coordonnées d'acquisition, le temps de pause, voilà. Et après, à la fin, on verra ce que j'arrive à faire avec les brutes que je récupère dedans. Donc on n'en est pas encore là. Ça, ce sera à la fin. Il y a beaucoup de rejets sur les photos. Comment? 23, on va prendre le cas de 23 minutes ouais. de photos. Il y a combien de pourcentage de photos qui passent pas? Alors ça, on ne peut pas le savoir, puisqu'en fait, tout ce qu'il n'arrive pas à empiler, il le dégage. Et il le dit, ou comme les 50, ou il le dit pas? Non, il ne le dit pas. Non, non. Donc ça m'est arrivé d'avoir shooté 2-3 heures sur un objet, je me disais bah, j'allais avoir une photo de folie, et quand je regarde, bah, il a empilé pendant 1 heure et c'est tout. Et au bout d'1 heure, il a dit qu'il n'arrive plus à empiler, et il a jeté l'éponge. Et les photos qu'il jette, il ne les garde pas. Donc là, on a la nébuleuse Oméga, ou en anglais, bah, la nébuleuse du cygne. Là, on a la lagune. Donc ça a été fait, bah, du coup, aujourd'hui. Et donc, je l'ai fait 2 versions avec les 2 filtres. Donc là, alors là, j'ai saturé. Donc pareil, il a un petit mode. Voilà, donc quand il empile, on a des photos qui ressemblent à ça. Et après, on peut aller lui dire, voilà, il a un petit débruiteur. Donc on clique sur un onglet et on peut choisir donc le contraste, la luminosité et la saturation. Donc on peut le booster et il met à peu près 15 secondes pour sortir, enfin pour débruiter la photo. Donc là, on est voilà, sur des photos voilà, qu'il a retraitées ou qu'on peut retraiter encore dans l'application du Sistar. Et donc là, justement, j'avais boosté les étoiles à fond pour voilà, montrer qu'on peut avoir des trucs flashy. Et tu peux revenir sur la mise au point tout au long de... Alors, il le fait tout seul, mais on a un mode de mise au point manuel. Donc, si jamais on n'est pas content de la mise au point qu'il a fait, on peut voilà, sûrement acheter un masque de Bahtinov imprimé en 3D avec des traits super fins, parce qu'on est quand même sur du 30 mm et pas beaucoup de focale. Donc il ne faut pas qu'il y ait des espaces, voilà, pour avoir une belle aigrette, il faut que le maillage soit serré. Mais donc voilà, on doit pouvoir voilà, régler manuellement comme on veut à sa sauce. Pareil, ça s'était fait cette nuit. Donc M24. Donc voilà, donc ça c'est le genre de truc qu'il fait tout seul comme un grand. Et donc là, voilà. Il génère pour chaque objet 2 répertoires. Donc de base, il a un répertoire M8 où on a la nébuleuse M8. Et donc là, je l'ai fait pareil avec les 2 filtres. Donc là, le IR-Cut juste pour récupérer les étoiles. Et par contre, une pause beaucoup plus longue et un résultat du coup meilleur. Donc ça, c'est l'image stackée. Avec le filtre LP. Donc c'est un biband sur H-alpha et O3. Et à côté de ça, il génère donc le même répertoire avec underscore sub, pour dire que c'est les images voilà, unitaires. Et donc pareil pour ici, donc voilà, je l'avais fait M20, donc trifeed. Donc là, c'est avec le filtre LP.
Et donc là, on voit que la partie bleutée, bah, elle tire sur le vert, la couleur de l'E3. Et donc, si on veut avoir une rosette, enfin non, une trifide avec un bleu beaucoup plus proche de la réalité, et ben donc là, on a avec le IR Cut, on arrive à retrouver les vraies couleurs. Et donc après, on peut récombiner les deux images. Et voilà, donc de l'autre photo, récupérer juste la couche rouge pour avoir plein de signal. Et sur celle-là, récupérer les étoiles et la partie bleutée, donc bleu et vert, pour justement avoir une photo finale un peu plus jolie. Et depuis, donc, il y a des mises à jour assez régulières. Et donc, depuis qu'il a fait cette mise à jour-là, et ben là, quand je regarde les étoiles dans les coins, et ben, je suis plutôt agréablement surpris parce qu'elles sont, elles sont pas parfaites, hein, mais là, je zoome voilà, fortement. On a 300%. Il y a un peu de filet, mais c'est moins catastrophique que ce qu'il y avait à l'origine. Alors que donc au début, c'était exactement le même C-Star. Donc là, on voit voilà, un satellite qui est passé. Bon, il n'a pas été effacé. En Ouais. Il y a le mosaïque aussi. Oui. Oui. Et ça corrige pas les étoiles un petit peu, le mosaïque? Ah si, ça devrait. Ça devrait. Ça devrait. Donc effectivement, on peut faire une mosaïque avec une taille x2. Donc du coup, x2, je ne sais pas si c'est en surface ou en dimension. Je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est, oui, effectivement, il va améliorer un peu les choses, puisque donc du coup, il va faire une première photo, une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis il va faire ça, voilà. Et donc en fait, on aura les angles qui sont un peu découpés. Mais par contre, donc, on aura quand même 75 à 80% de la photo qui sera quand même bien meilleure. Et surtout beaucoup plus de champs exploitables. Il fait l'assemblage tout seul? Tout seul comme un grand, oui. Non. Tout seul, tout seul. Et pour chaque objet, des conseils de tempo, par exemple? Ah, rien du tout. La règle de base, quand il est sorti, c'est 10 secondes en milieu urbain, 20 secondes en milieu périurbain, et 30 secondes sous un ciel de compétition. Oui, donc par exemple, proposer une heure pour telle galaxie Ouais. Ça, en fait, l'image se construit. Donc, dès qu'on a une image satisfaisante, on arrête. Voilà. Donc voilà. Donc ça, donc là, c'est ce que lui fait tout seul comme un grand. Et donc après, donc là, voilà, j'ai choisi quelques photos pour montrer que tout n'est pas parfait, mais bon, voilà, il a un certain nombre de petits défauts. Donc là, le défaut, voilà, donc il y a eu sûrement un peu de vent. Donc là, il a empilé un peu n'importe comment certaines images, et donc on a des petits traînées qui n'ont rien à faire là. Donc là, on voit que ça a gigoté. Donc ça, c'est certainement le coup de vent, et on voit que voilà, les étoiles sont quand même bien allongées. Là, donc on voit quelques étoiles, et là, il y avait la Lune. Donc là, on voit les reflets. D'où l'intérêt de fabriquer ou d'acheter un petit truc à part pour un petit pare-buée pour éviter ce genre de reflets. Si on n'active pas l'anti-buée, dès qu'il y a de l'humidité, ça va se condenser dessus. Et donc là, on a Antares qui ressemble à un œil. Voilà, voilà. Donc, soit il faut choisir entre l'autonomie ou la qualité. Bon, il n'y a pas photo, il vaut mieux choisir la qualité ou mettre un power tank. Là, on voit l'iris. Alors voilà, donc on a la partie bleutée. Donc on voit la partie sombre. On devine un tout petit peu les IFN. C'est léger, mais voilà, il y a un petit semblant. Donc voilà, ça permet quand même de sortir des images qui sont... voilà, ça se regarde. Il y a quand même, j'aurais dit 5 heures, sur 2 nuits. Et... Alors, donc je l'avais mis parce que, donc, ouais, voilà.
Je l'avais mis parce que ici, bah, on voit que dans les coins, bah, c'est pas parfait, quoi. Alors c'est plus ou moins grave, selon les 6 stars, mais ils ont tous un peu ce problème. Mais par contre, ça peut se corriger. En fait, vous faites votre nébuleuse, et en fait, bah, les nébulosités, que ce soit super net ou légèrement flou dans les coins, une nébuleuse, c'est une nébuleuse, vous ne verrez pas. On voit ce genre de défaut sur les étoiles. Donc l'idée, bah, c'est donc du coup, une fois que vous avez fait pas mal d'acquisitions sur l'objet qui vous intéresse du ciel profond, et bah après, vous faites 3 cadrages pour récupérer juste les étoiles. Donc on sait que le carré central, il est toujours à peu près bon. Et donc du coup, bah, on se décale d'un tiers d'un côté, un tiers de l'autre côté, et bah, vous refaites les étoiles, quelques minutes sur les étoiles, et après, bah, vous faites une mosaïque d'étoiles que vous réintégrez sur la photo d'origine, et comme ça, on peut récupérer une photo qui est au final correcte. Alors plusieurs fois, quand il y a des étoiles très brillantes ou quand il y a quelque chose, bah, j'ai plusieurs fois sur différentes photos, j'ai eu ce petit flair vert. Et voilà, donc j'avais tenté une fois la tête de sorcière, et donc à côté il y a une étoile assez brillante, et du coup j'avais ça, et donc du coup c'est pas exploitable, on peut rien en faire. Donc du coup, quand on a ça, bah, on arrête. Donc là, l'idée, c'est de mettre, bah, pareil, un pare-buée bien balafré, avec un peu de velours à l'intérieur pour éviter tous les reflets. Et peut-être que ça pourrait résoudre ce problème. Et celle-là, bah, voilà, donc là, c'est une photo toute récente. Et donc on voit qu'il bah, y a encore un peu de coma, mais franchement, par rapport à l'autre, bah, ici, ce coin, il est quand même propre. Ce coin, il est propre. Et ce coin, il est à peu près propre aussi. Donc, alors que donc, sur les photos d'origine, il y avait 2 coins où c'était affreux. Donc là, voilà, bah, cette photo-là, bah, de loin, voilà, vous ne voyez même pas les petits défauts. Donc, ça fait une photo qui ressemble à quelque chose. Donc celle-là, on l'avait vu, celle-là, on l'avait vu. Et donc là, bah voilà, il reste encore quelques minutes. Donc on va montrer ce qu'on peut en tirer avec les brutes. Donc là, c'est l'image du soleil qui a été, bah, du coup, pour le soleil, donc on récupère des vidéos AVI ou MOV. Mais par contre, donc, les vidéos AVI, elles ne sont pas compressées normalement. Et donc on peut quand même sortir, bah, voilà, donc, un truc qui fait 150 mm enfin, de focale, qui a 30 mm d'ouverture, c'est quand même sympa comme image. Donc on peut voilà, sortir des images qui ne sont pas... Voilà, c'est... Là, on voit la Lune. Alors, elle a été faite au moment où... Bon, en fait, je l'avais juste mis dans le bon sens. Et donc on voit voilà, que j'avais un peu tiré sur le... Donc on voit les contours. J'aurais dû assombrir le fond de ciel un peu plus. Comme ça, on aurait eu une photo un peu plus jolie. Mais on voit que voilà, on peut sortir quand même quelques cratères. On voit que voilà, tout n'est pas noir et blanc. On a quand même un peu de nuances de couleur dans cette zone-là. Donc voilà, on peut quand même faire des photos qui ressemblent à quelque chose. Cette tête de cheval a été faite depuis Lyon. Et si on regarde ici, donc c'était à l'époque où je l'avais acheté, donc en hiver. Et ici, on voit les défauts d'empilement et la rotation de champ. Donc, je l'avais volontairement laissé. Donc là, cette zone-là, elle est moins bien que la partie centrale où elle est un peu mieux traitée. Mais aujourd'hui, donc voilà, le problème de l'Altaz, c'est que donc on a de la rotation de champ puisque les objets font ça. Et lui, il fait ça, 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 ça. Donc du coup, on a de la rotation de champ. Et d'où l'intérêt de passer en mode équatorial. Et voilà, donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec une mise en station qui se fait en 10 secondes, en tournant 2 molettes, enfin 3 molettes, il reste en mode équatorial. Et si on veut se faire une photo un peu plus jolie, on passe en équatorial et on peut sortir ça. Là, c'est une cible un peu difficile, la mouette. Pareil, depuis l'agglomération lyonnaise.
Donc on voit que ça manque cruellement de signal, mais bon, on a quand même la tête et les deux ailes de la mouette. Donc là, on retrouve l'iris de tout à l'heure. Donc on voit quand même que bon, voilà, c'est une photo voilà, qui se regarde. Et il y en a certains, avec des 81D, ils n'arrivent pas à ça. Là, on a le cygne, donc la nébuleuse Oméga. Et on voit que, alors sur l'ordinateur, j'ai beaucoup plus de... Mais ici, on voit quand même des petites taches. Donc voilà, il aurait fallu un peu plus de signal, mais on peut voilà, le remplir de rouge. Donc, en fait, il y a de l'hydrogène partout sur cette image. Et voici ce que j'ai sorti donc, en retraitant les photos de M42. Donc on a quand même voilà, les IFM entre les trois nébuleuses. Donc la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de Méron et la nébuleuse de l'homme qui court. Et d'ailleurs là, bah, voilà, on voit la tête, les deux bras et les jambes écartées, parce qu'il est en train de courir. Donc on voit quand même qu'on peut sortir des photos, voilà. Donc là ça a été bien traité. On voit qu'il ne crame pas les images. On voit même que le triangle, enfin le trapèze a été presque résolu. Voilà, on a quand même de la dynamique sur cette photo. Et il n'y a pas eu d'HDR. Ça a été fait exactement avec les mêmes brutes. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que voilà, il ne crame pas les photos. Donc si on sait les traiter, on peut sortir donc des images qui sont quand même... Elles sont ce qu'elles sont, mais pour un jouet à moins de 500 €, c'est quand même pas mal. Et bon, juste pour dire, donc la nébuleuse d'Orion est au premier plan. Au deuxième plan, on a l'homme qui court. Et loin derrière, on a la nébuleuse de Méron. Donc là, en fait, avec toute la matière entre les trucs, on a l'impression que tout ça, ça forme un tout. Mais en fait, non, c'est trois objets bien séparés. Enfin, qui ne sont pas du tout dans le même plan. Et donc, l'objet le plus éloigné, c'est la nébuleuse de Méron. Voilà, un petit classique. Donc, le M51, les galaxies. Donc, on a quand même un petit peu... Voilà, on voit ici que c'est du jaune, on voit ici que c'est du bleu. On a les petites... voilà, la matière qui est quand même assez diffuse. Ça c'est M101. Voilà, bon, ça a été fait depuis Lyon, donc voilà, c'est pas ouf, mais on reconnaît quand même la galaxie. Alors ici, il y en a une autre petite. Et en fait, avec un bon ciel et beaucoup plus de temps de pause, on aurait pu avoir beaucoup plus d'autres, plein d'autres galaxies, on aurait bon sur cette photo. Et celle-là, elle est quand même sympa. Donc ça a été fait alors, au sud de Lyon, à Septem, donc c'est à 30 km, sous un ciel sans Voie lactée. De toute façon, la Voie lactée, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vue. Il a fallu que je vienne ici pour la voir. Donc ça c'est un ciel Bortle 6 et voilà, c'est une cible qui est basse et la galaxie de Sombrero, on la reconnaît bien. Par contre, comme c'est une petite focale, donc on a les étoiles qui sont quand même assez grosses et la galaxie qui est toute petite, mais bon, l'image est quand même assez jolie. Et le triplet de Lyon fait depuis Lyon. Et là, j'avais volontairement laissé la misère dans les coins, puisque donc, en fait, au moment où je l'avais fait, il n'y avait pas encore le mode équatorial. Et donc là, on voit bien que tous les coins sont pourris à cause de la rotation de champ. Donc ça, je l'avais laissé volontairement. Mais l'hamburger, voilà, et M65 et M66, on les reconnaît bien quand même. Voilà, c'était la dernière image. Bon, je crois que c'est l'heure. Merci bien. Bon, donc j'espère que cette conférence vous a plu. Si c'est le cas, voilà, comme déjà dit au début, pensez à la liker, à mettre des petits commentaires, à activer la cloche de notification car mes vidéos sortent de façon irrégulière. Et donc dans le prochain épisode, ce sera une conférence de Simon Labergère qui est un spécialiste de l'astrophotographie planétaire.
Donc c'est une très belle conférence et qui vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.